Parfait. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. J'ai la chance de pouvoir accueillir du coup, à la maison. On avait fait la réciprocité. Cyril. Salut Cyril. Salut Sébastien, merci à toi. Écoute, merci à toi aussi. Je suis super content d'être chez la toi. réciprocité. Bon, pour tout vous dire, on allait au resto avant. On a déjà une relation particulière avec Sébastien. Ouais. Il est déjà vu dans mon podcast sur Time for Human, donc je suis super content de pouvoir faire le retour. De venir ici chez toi et échanger avec toi. Ouais, tu parlais de mental. Ouais, La dernière fois, c'était moi qui m'étais plié au jeu. L'exercice. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un jeu, tu vois, moi c'est un jeu. Plus qu'un exercice, c'est un jeu, parce que finalement, s'exprimer, c'est important. Et voilà, on est parti pour un épisode. Je vous garantis pas la durée. Alors, moi non plus. Il peut être long. Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais, alors, même si à travers les réseaux sociaux, on commence quand même à te connaître. Un petit peu. Donc après, je sais pas si tous mes auditeurs te connaissent. Donc, bien sûr, tu pourrais te représenter. Ouais. Alors, moi je m'appelle Cyril Asselder, j'ai 27 ans. J'ai créé un média qui s'appelle Time for Human. J'appelle ça un média parce que j'ai un podcast où je parle principalement de la place de l'homme, du développement personnel, de la conscience, un peu de physique quantique et de tout ce qui gravite autour. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai eu un parcours de vie un peu atypique qui m'a amené à l'entrepreneuriat puis au développement personnel et à faire ce que je fais actuellement. Donc voilà. Ouais, puis tu fais des conférences, non? Je fais des conférences justement où je parle du développement personnel, mais avec une approche très scientifique, qui est mon background, et où j'explique un peu le lien entre les énergies des humains et l'interaction via la physique quantique avec tout ce qui nous entoure, toute notre réalité, qui n'est qu'énergie, fréquence et vibration. Et j'essaie d'expliquer ça aux gens pour leur permettre d'avoir des clés de lecture et d'avancer dans leur développement. Et d'être aussi plus authentique, d'aller plus vers soi. Ça, c'est des thématiques plutôt développement personnel, mais qui moi m'animent et que je pousse de manière pas trop galvaudée parce que je me prends pas la tête. Et puis let's go quoi. On n'a qu'une seule vie, il faut y aller. Il faut expérimenter. Alors, je vais te poser une première question. Tu sais qu'en fait, moi je suis fâché avec ce mot développement personnel. Ok. Parce que je trouve qu'il est trop utilisé. Il est très galvaudé, ouais. Et je trouve que t'associer à développement personnel, ça me dérange, tu vois. Mais moi, en fait, je te connais un petit peu. Moi, c'est vrai que ça me met une case, en fait. Et parce que, ouais, c'est ça. Et je trouve que développement personnel, il y a des livres dans le développement personnel, il y a plein de trucs et tout. Certes, le mot existe, mais moi, je suis dans le sens où, même si on lit pas de livres de développement personnel, de toute manière, chaque jour, on se développe. C'est vrai. Et par la force, par la vie, par les rencontres, par plein de trucs. Mais je sais pas, il faudrait qu'on trouve un nouveau. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve qu'elle te correspond pas, et elle me correspond pas non plus. Moi, je suis plus sur. J'aime bien le mot croissance. Ouais, évolution. Moi, ce que j'aime en fait. Transformation. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des gens, apprendre de l'interaction avec les gens. C'est pour ça que j'ai créé mon podcast. Voyager, parler différentes langues, être au contact d'eux et apprendre de la vie. C'est ça, moi, qui me fait naître cette envie de grandir, de croissance, d'évolution. Et je pense que le mot qu'on met le plus simplement dessus, c'est développement personnel, alors qu'en fait, c'est développement tout court, en fait. Ouais. Pour moi, la vie, l'existence d'un humain, c'est de croître, d'apprendre des choses, de se développer. Et moi, c'est ce qui m'anime. Moi, je suis un passionné d'apprentissage, très curieux. Je passe mon temps à apprendre, je passe mon temps à interagir avec les gens pour apprendre, parce que ça me plaît. Et je m'intéresse à l'autre, et je m'intéresse à moi. Mais en fait, ouais, le développement personnel, c'est transverse. Mais en fait, je transcende même le carré du développement personnel. Je pense que moi, je m'intéresse à beaucoup de sujets qui sont en dehors même des sujets classiques de développement personnel. Ouais, je pense qu'on est plus dans la transformation, en fait. Un peu l'effet... pas l'effet papillon, mais quand je dis l'effet papillon, c'est je pense aux papillons aussi qui se développent, chenilles, machin, papillons. Mais ouais, croissance personnelle, moi ça me va bien. Développement, on a tellement, en fait, il y en a toutes les sauces, et le problème c'est qu'il n'y a pas que des bons en fait. Tu vois, le problème c'est qu'on est tiré vers le bas par des gens qui vont te faire croire que du développement personnel c'est d'aller vers plus de productivité, et c'est d'aller vers du conformisme en fait. De dire il faut te lever à telle heure, il faut faire telle chose, il faut machin. Beaucoup d'entrepreneurs en plus. Moi je suis à l'exact opposé de ça. C'est que je dis aux gens, soyez vous-même, designez votre vie comme vous voulez, on s'en fiche, ce qui compte c'est d'être aligné avec ta fréquence, ta vibration, et d'être heureux par rapport à ce que tu fais de ta vie, et donner du sens à ta vie. Pour moi c'est ça ma définition du dev perso. Il y a d'autres gens qui mettent d'autres définitions, et puis en fait, il n'y a pas de définition, chaque être humain voit la vie comme il la voit, je pense que et puis il y a des phases en fait. Tu vois, une idée qui me vient, c'est que très souvent en fait, on nous donne des conseils pour se développer et tout ça, mais sauf que c'est souvent ce qu'on retrouve dans le développement personnel, dans tous ces livres,
c'est des conseils généraux et qui sont pas individualisés à la personne. Qui parle à tout le monde mais qui parle à personne. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'en reviens au fait, tu vois, nous on aime bien se rencontrer, faire des rencontres. Et ce qui est intéressant, c'est que la rencontre, finalement, elle te transforme. Elle est personnelle. Et tu touches au cœur. Et c'est en ça que finalement, ce qui est important, c'est de rencontrer les gens, de rencontrer des divers et variés. Et ça me fait beaucoup penser au livre de Charles Pépin, La rencontre, où il explique que très clairement, en fait, c'est grâce aux rencontres qu'on apprend à mieux se connaître. Et finalement, qu'on se développe. Bien sûr. Mais ça, c'est. Voilà, je pense que c'est important de sortir des cases, des trucs tout faits, des exercices. Il faut faire tel exercice, il faut faire tel truc pour développer. En fait, je crois que si on a envie de se développer. Chacun crée sa vie, chacun crée sa réalité, chacun crée son univers. Ouais, il faut se créer. Il faut faire il faut s'écouter, créer et faire un peu comme on a envie aussi. Bien sûr. Tu vois, c'est ça. En tout cas, moi, c'est important. Là, tu vois. Mais pour moi, le but du développement personnel, c'est de trouver sa singularité et de développer sa singularité. Parce qu'on a tous une. On est tous différents. Et je pense que le seul vrai travail qu'on a à faire, c'est d'aller vers soi-même et découvrir qui on est et qu'est-ce qu'on aime faire et comment on le fait et de l'amplifier jusqu'à temps qu'on ait une vie qui soit à notre image, en fait. C'est ça pour moi le seul but, mais il n'y a pas de règle. Sinon, mis à part cette logique-là, il n'y a pas de règle. Ouais, c'est que on a commencé fort. Hein. On n'a même pas fait le. On va commencer par le petit portrait chinois. Ok. Franchement, moi j'ai mis une question, mais je vais me laisser pour une fois, je vais y aller. Donc, du coup, je vais commencer par ça, je l'aime bien, c'est si tu devais choisir une couleur, laquelle tu choisirais aujourd'hui, tu es en blanc. Aujourd'hui, je suis en blanc, ouais. Je pense que si je devais choisir une couleur, je choisirais le bleu. Parce que c'est une couleur qui me parle, c'est une couleur qui est douce, c'est le signe de l'eau. C'est la couleur aussi du chakra de la gorge, la communication. J'aime énormément communiquer avec les gens. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu un peu tard dans ma vie, mais c'est ce qui me rend heureux en fait. Moi, tu me poses dans un endroit avec des humains, découvrir des nouveaux, des gens que je connais déjà, et où tu me dis, il n'y a pas de temps, tu as le temps d'échanger avec eux, d'écouter, d'apprendre à les connaître, ça me rend heureux en fait. C'est pour ça que j'ai créé Time for Human aussi. Et c'était pas ce que j'étais destiné à faire. Donc ouais, la couleur bleue, c'est celle qui me parle le plus, c'est celle avec laquelle je me sens le mieux, on va dire. Ouais, ça fait beaucoup penser à la mer, hein, par exemple. La mer, le ciel, l'immensité. Exactement. L'immensité de l'espace aussi, ouais. J'y avais pas pensé, mais il y a un peu de ça aussi. Il y a un bleu foncé ou. Ouais, l'infini, quoi. Si tu devais choisir un livre, lequel tu choisirais? Waouh. Un seul livre? C'est pas évident, j'en ai lu beaucoup ces derniers temps qui m'a le plus marqué, tu vois. Celui qui m'a le plus marqué. J'ai lu un bouquin, mais qui est très peu connu, qui parlera à personne, qui s'appelle 0,001%, qui a été écrit par un Français, qui s'appelle Mark Oburn, c'est un nom de code. C'est un bouquin qui explique beaucoup de choses sur la métaphysique et qui va à l'encontre de tout ce qu'on pourrait croire sur ce qu'est la réalité. Et je pense que ça m'a mis une grosse baffe quand je l'ai lu, parce que ça m'a un peu changé le paradigme de lecture du monde que j'avais, et ça m'a fait rentrer dans quelque chose d'autre. Donc ouais, c'est le bouquin là récemment qui m'a le plus fait changer, qui a évolué en le lisant. Si tu devais choisir le moment de la journée qui te correspond le mieux? Je pense que c'est le matin, parce que je suis plutôt du matin. Quand je sors de ma phase d'éveil et que je me réveille du bon pied, ce qui m'arrive très régulièrement, et que je prends le temps de méditer, de me poser, de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma journée, petit moment de gratitude parce que je suis content d'être là et d'être sur mes deux jambes et tout se passe bien, ouais, c'est le matin. L'énergie de départ en fait. Quand tu sors du rêve, que tu as encore un peu la tête embrumée dans tes rêves et que des fois tu t'en rappelles, si t'es vif, tu les notes, ça m'arrive, et après tu commences ta journée. Souvent je médite et je pose une intention et je me dis ça, genre aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Ouais, c'est le matin, l'énergie du matin, j'aime bien. Si tu devais être un animal, lequel choisirais-tu? Un animal, j'aimerais bien être un animal qui vole, genre un dragon ou un phénix. Quelque chose de majestueux, puissant et à la fois élégant qui peut prendre de l'espace. Ouais, un truc qui vole. Alors, dragon, phénix, on est dans le monde imaginaire. Ouais, mais pourquoi pas? Tu m'as pas dit un animal vivant de cette terre? Ça peut être imaginaire. Exactement. Tu as vu le film Eragon? Eragon, je suis pas sûr que je l'ai vu. Je crois pas. Eragon, comment dire ça? C'est un film qui est assez intéressant, en fait. C'est imaginaire, évidemment. Où c'est un jeune paysan, en fait, qui reçoit un œuf, et en fait, c'est un œuf de dragon. J'ai déjà entendu parler de ce film. J'aime bien, j'ai regardé il y a pas longtemps. J'aime bien le concept. Parce qu'à la base, il n'est pas prédestiné à être
chevalier. En fait, c'est une sorte de... Sa destinée change en cours de route, Ouais, en cours de chemin. Ouais. Alors qu'à la base, il était plutôt prédestiné à être chasseur. J'aime bien les histoires comme ça. Et au final, il devient dragonnier. Ok. Et avec pour mission de se lever contre le dernier, le roi, et qui à un moment donné a pété un câble. En fait, son ego a fait qu'il s'est débarrassé de tous les autres dragonniers. Donc en fait, c'est le seul dragon qui reste, c'est le roi. Et donc il règne sur un énorme territoire. Ouais. Et en fait, lui, il arrive avec. Il y a un nouveau jeune dragonnier qui doit apprendre à être un dragonnier, qui doit apprendre aussi à. Parce que du coup, ils peuvent se servir de la magie du dragon pour lancer des sorts, etc. C'est très onirique, j'aime bien. Ouais, je regarde, ouais. Et Ça me plaît. du coup, j'aime bien ce film en fait. J'ai attendu longtemps la suite avec impatience. Et en fait, c'est un livre. Et il est en 4 tomes. Okay. Je regarde, 5 tomes. Ils sont là. J'ai déjà fait par la dragon, tu vois. Ah, mais tu vois, pourquoi. Si tu devais choisir une citation, tu choisirais laquelle? Je choisirais celle que j'ai écrite il y a quelques années sur mon tableau, quand je suis revenu d'un épisode de vie qui m'a traumatisé, qui était la prison. Je dirais que la vie te donne à la hauteur de ce que tu lui demandes. Tout simplement. Ouais, t'es allé en prison à l'étranger, hein. Ouais. Et en fait, juste pour parler de la citation, parce que c'est ta question, au début, quand j'étais plus jeune, je me laissais porter par la vie, j'étais beaucoup conditionné, et j'avais pas compris qu'en fait, tu peux demander des choses à la vie, tu peux faire en sorte que ta vie change, et elle te donnera ce à quoi tu attends, en fait, ce à quoi tu mets la direction vers. Je me sentais un peu comme dans des rails, et depuis que je suis sorti des rails, je me rends compte qu'en fait, tu peux attendre de la vie ce que tu veux, tant que tu mets l'intention et la direction. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup impacté, et m'a drivé, et je voyais cette phrase, et je me la répétais souvent. Et ça m'a permis de changer de métier, d'être commercial, puis d'être entrepreneur, puis de faire des podcasts. Et en fait, je pense que cette phrase, elle peut t'amener au bout de ton existence, parce que la vie, elle te donne à la hauteur de ce que tu demandes. Si tu te demandes à changer, tu changes, en fait. Et elle m'inspire. Si tu devais être une qualité, tu serais laquelle? La bienveillance. Je pense que c'est la plus belle des qualités. Avec la vraie gentillesse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. La gentillesse et la bienveillance. Je pense que c'est la plus belle des qualités parce que c'est quelque chose, tu le donnes sans arrière-pensée, c'est pur. C'est vraiment ça. Alors qu'il y a toujours deux facettes, généralement, à une qualité. Je pense que celle-ci, il n'y en a pas. Quelqu'un qui est gentil, il est gentil, point. Quelqu'un qui est bienveillant, il est bienveillant, point. Et j'espère que je le suis, je tends à l'être, du moins. Parce que, ouais, c'est pur, quoi. Surtout qu'en plus, la bienveillance, enfin, c'est un mot qu'on prend à toutes les sauces. C'est un mot pareil les gens l'utilisent trop, alors que c'est un mot qui est magique limite, tu vois. Rares sont les gens qui sont bienveillants. Rares sont les gens qui sont bienveillants. Et parce que faire de la bienveillance, c'est envoyer de l'amour inconditionnel. C'est faire quelque chose sans attendre en retour. Et c'est très très dur de faire ça, parce que la nature humaine, je pense, est câblée pour toujours un minimum calculer, avoir des attentes, etc. Donc, quand tu arrives à faire un truc et que t'as pas d'attente envers cette chose-là, c'est que tu as touché quelque chose d'intéressant. C'est que tu as touché quelque chose qui est de l'ordre de limite du divin, limite du transcendantal, je dirais. Pour utiliser des mots très très forts, mais moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette qualité. Donc pour moi, c'est la plus belle. Ouais, et puis tu as raison de souligner le mot gentillesse. C'est vrai que souvent il est. Comment dire, il n'a pas forcément une bonne connotation, souvent. Parce que être il est associé à la faiblesse. Ouais, c'est ça. Alors que c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a des gens qui sont très forts, très, très ancrés, très puissants, très tout ce que tu veux, qui dirigent leur barque avec fermeté et qui savent être gentils. Quelqu'un qui est gentil, c'est pas quelqu'un qui est faible. Quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de bienveillance et qui donne de l'amour inconditionnel à quelqu'un à un instant T parce qu'il le fait de manière consciente. Et avec quelqu'un d'autre, il pourrait être ferme parce qu'il le mérite pas, par exemple, dans la personne en face. Donc ouais, pour moi, c'est celle-là la plus belle, de loin. Est-ce que tu écoutes des podcasts? J'écoute des podcasts, j'en écoute plein, des Français, des Américains. Si tu devais aller me faire ton trio magique, celui qui m'a le plus ouvert d'esprit, c'est celui de Joe Rogan, qui est très connu aux États-Unis parce qu'en fait, il interviewe des personnes très éclectiques, de tous les milieux, des scientifiques, des penseurs, des stars, des entrepreneurs. Et ça m'a ouvert beaucoup l'esprit en écoutant. Et en plus, c'est en anglais, donc ça change des podcasts français. C'est le premier vraiment que je mettrais en haut de la liste, et après qui est assez connu. Après en France, peut-être que certains ne connaissent pas, mais aux États-Unis, il est très connu. Puis après, les autres, c'est pas forcément des podcasts à grande écoute, mais j'en écoute certains à droite à gauche, genre la spiritualité, des choses comme ça, où ça ouvre l'esprit sur d'autres sujets, par exemple les métamorphoses.
Ça va te parler avec Anne Gekier, c'est un très très beau podcast. Donc ouais, c'est les deux que je dirais qui me plaisent le plus. Est-ce qu'il y a une personnalité qui t'inspire? Est-ce qu'il y a une personnalité qui m'inspire? Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Je pense que les gens qui m'inspirent le plus, c'est dur de citer une seule personne à chaque fois, parce qu'il n'y a pas une seule personne, mais c'est les gens qui sont libres dans leur ton de parole et dans leurs actions, et qui se prennent pas trop au sérieux du jeu de la vie, il faut en imposer. Ok. Et ouais, voilà, j'ai même pas envie de dire un nom, mais ouais, ceux qui rentrent dans ce cadre-là et qui vivent leur vie, quoi, qui se laissent porter, qui sont dans le flow, ça m'inspire à moi, essayer de tendre vers la même chose, ouais. Spontanément, si tu devais me donner une personne que tu aimerais écouter parler de son mental sur mon podcast, tu me citerais qui? J'aimerais beaucoup que tu entendes Christina Barroquier, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de podcasts, et c'est quelqu'un qui est dans le ressenti, et c'est son métier d'accompagner les gens, et je pense qu'elle a beaucoup de choses à apporter, et je l'ai pas encore beaucoup entendu dans un podcast, donc si tu as l'occasion, Ok, n'hésite pas. avec plaisir. Tu nous entends? Christina Si tu nous entends, Barroquier, c'est ça? Tu ouais, disais c'est ça, avec un W, elle est sur LinkedIn beaucoup. Ok. Alors, on va revenir sur ton parcours. Oui. Donc, merci pour ce petit portrait chinois. Merci à toi. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton parcours? Alors, mon parcours, il a été très classique pendant les premières années de ma vie. J'étais un enfant calme, studieux, premier de la classe. J'ai passé toutes les étapes jusqu'au bac scientifique, puis j'ai fait un DUT mesures physiques, puis j'ai fait une école d'ingénieur. Dans une famille scientifique, ça découlait. Et après, en fait, j'étais un peu en autopilote jusque-là, jusqu'à mes 23 ans. Et à 23 ans, j'ai pris une décision radicale, c'est que j'avais déjà fait de l'alternance de mes 20 ans à mes 23 ans, dans une grosse boîte chez Vinci. Et j'ai décidé de refuser le CDI, refuser la voie classique, prendre un sac à dos et partir tout seul en Asie pour apprendre à me découvrir sincèrement, honnêtement, d'être face à moi-même, parce que j'avais jamais été face à moi-même. Et s'en est suivi un parcours de 6 mois où j'ai voyagé seul, où j'ai traversé 4 pays et où j'ai rencontré énormément de gens. J'ai appris à parler anglais sur le tas. J'étais nul en anglais avant alors que j'adore parler, donc et je me suis découvert à ce moment-là. Je pense que ma première renaissance, ça a été là. Et au cours de ce voyage, il m'est arrivé ce qui n'était pas prévu et qui a complètement dynamité ma vie, c'est que je suis allé en boîte de nuit à Phuket, en Thaïlande, et quelqu'un m'a mis la drogue dans la poche et j'ai fini en prison. Et en fait, c'était un piège de la mafia orchestrée, et moi, avec ma petite tête de blanc, bien naïf, bien innocent, j'étais le pigeon parfait, et je suis tombé dans le piège, en fait, et ils m'ont escroqué presque 15 000 euros. Et quand je me suis sorti de là, j'ai dû faire quasiment une semaine de prison, payer quasiment 15 000 euros, sinon ils m'ont regardé un an. Et en fait, quand je suis sorti de cette expérience-là, j'ai vécu, je pense, ce que peu d'êtres humains peuvent vivre à un niveau émotionnel, c'est-à-dire que j'ai explosé en termes de gratitude. Et j'ai été trop heureux d'être en vie, libre, et j'ai croqué ma vie à pleines dents. D'ailleurs, j'ai continué mon voyage, parce que ça arrivait au bout de 2 mois et demi de voyage. Je suis revenu en France, et je suis reparti directement 2 semaines après. Et j'ai continué en fait, parce que la vie elle est trop formidable. Il y a des gens qui vivent des choses horribles. Moi j'ai vu des trucs, ça reste gravé dans ma tête. J'ai vu des gens enchaînés, j'ai vu des gens en tête de mort. Et je leur ai parlé à ces gens-là, parce qu'ils étaient assis en face de moi en fait. Et ça m'a tellement marqué, parce que c'est un truc, ça c'est viscéral, y a pas de mots en fait. Et quand je me reconnecte à ça, dans ma mémoire, je suis heureux, tout simplement. Et ça a fait un gros pic dans ma vie. Et quand je suis revenu après de ce voyage-là, c'était le Covid, au moment du Covid, en mars 2020, je suis revenu définitivement de ce voyage-là. Je me suis dit, il faut que je donne du sens à ma vie et que je kiffe. Je kiffe. Et c'est là que j'ai commencé à un peu m'autoriser des choses que je m'étais pas autorisé avant et que ma vie elle a pris un autre tournant. Vraiment. Et donc après, pour suivre la chronologie, parce que je suis long, mais c'était important de le dire, j'ai commencé à entreprendre en 2022 une première société avec un associé où ça s'est pas forcément bien passé parce que c'était pas mon projet, pas mon idée, pas ma vision. J'ai vite arrêté. Et après, j'ai commencé à parler de développement personnel, à parler des sujets qui m'animaient moi et à être avec les gens. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à être épanoui dans ce que je faisais au quotidien, tout simplement. Et que, encore une fois, ma vie a pris un autre tournant. Donc là, ça fait 1 an que je fais ça, 1 an et quelques mois. Et je suis beaucoup plus épanoui et je pense que c'est ce qui m'aide à avancer et à mettre de l'énergie du cœur à l'ouvrage et continuer à grandir et d'apprendre. Et de partager cette énergie-là aussi, parce que j'ai envie de la partager. Je veux pas que ma prise de conscience, elle soit que personnelle. Je veux la partager, en fait. Je veux que les gens s'autorisent. C'est pour ça, en fait, que j'ai créé Time for Human. C'est le message, tout est dans ce message-là, en fait. Ce qui revient souvent à dire, et ce que je pense, c'est que les événements de la vie et les rencontres nous transforment. Nous transforment et nous transcendent.
Les deux à la fois. Moi, j'ai été et transformé et transcendé. Ouais, parce que c'est pareil, quoi. Être en prison, à Pareil, l'étranger. C'est très dur. Ouais. Mentalement, pour le coup, c'est très dur. Bah, justement, puisque mentalement, tu étais dans quel état d'esprit? Moi, tu sais, j'ai été beaucoup coaché mentalement quand j'étais plus jeune, parce que je fais du tennis à assez bon niveau. Donc, j'avais un coach, un préparateur physique et mental, et toutes les semaines, on faisait des exercices. Et j'étais un très très grand compétiteur, et j'adorais la gagne. Donc, je n'abandonnais jamais. Je faisais des matchs de 4 heures, j'adorais ça. Et mon père me faisait courir, on n'arrêtait jamais, je faisais du sport tout le temps. Donc, pour moi, il n'y avait pas moyen de quitter. Ça n'existe pas chez moi, il n'y a pas de défaite, tu t'apprends. Et quand je suis arrivé dans cette situation, j'ai transposé ça à un match de tennis. En fait, je me suis dit, mais le match il va être long, il va être dur. Tu vas toucher le fond, tu vas être vraiment lessivé. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'avais plus d'énergie, j'étais drainé. Mais en fait, quand tu touches le fond, t'es obligé de garder une once d'espoir et de continuer. Donc, j'étais en mode mindset survie, vainqueur, quoi. Parce que j'étais pas nourri quasiment pendant plusieurs jours, pendant 3 jours. En fait, on était 70 dans une cellule, ils balançaient de la nourriture au milieu et les gens se jetaient dessus. Ah ouais, ok. Et donc en fait, moi j'ai perdu 8 kilos. Et quand t'es dans une situation comme ça où t'es dans un coin de pièce, bah tu sais que ça va finir. Donc en fait, tu te raccroches à une finitude parce que tu sais qu'il y a un moment de départ et un moment de fin. Je savais que j'allais rester que quelques jours. Mais en fait, les gens qui n'ont pas de date de fin, je pense que leur mental il décroche. Moi, mon mental il est resté fortement accroché au fait il allait y avoir une suite. En fait, tu vis un mauvais moment, c'est dur physiquement, mentalement, t'as des pensées noires, mais il faut que tu gardes le cap. Et en fait, quand tu sais que ça va se finir, tu vas passer à autre chose. Et quand tu ouvres la porte et que tu ressors, tu reviens en fait. Et c'est comme ça que je l'ai vécu comme un tunnel noir avec une lumière blanche à la fin. Et c'était très très dur physiquement, mais mentalement, ça allait quand même. Parce que je pensais à des trucs après, tu vois, je pensais à ma famille, je pensais à ma copine, je pensais à des choses belles en fait. Et quand visuellement t'es dans un environnement, tu sais, où tu sens, en plus l'énergie elle est lourde, la prison, il y a rien de pire en fait. Tu sens que c'est lourd, t'es drainé. Et de penser à des trucs beaux, en fait, ça t'aide à t'évader. Et à l'époque, je faisais pas beaucoup de méditation, mais il y a des fois où je fermais les yeux et j'imaginais d'être, je sais pas, à la plage, ou j'imaginais des beaux endroits. Et puis je rouvrais les yeux et j'étais en prison, quoi. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé, le travail de visualisation et tout. Le mental, c'est formidable. Où que tu sois, tu peux t'évader. Juste en fermant les yeux et en te concentrant sur ta respiration et en allant ailleurs, quoi. Avec l'imagination. Tu t'imagines sur un dragon et puis voilà. Même si c'est pas la réalité, mais il y a une partie de ta conscience qui s'imagine là-bas. Ça m'a aidé à traverser ça. C'est pour ça que le cinéma, c'est sympa d'aller au cinéma. Ouais. Parce que du coup, tu rentres dans le film quand il est bien tourné, que tu rentres dans le truc. À fond. Ok. Et de quoi tu es le plus satisfait là, avec le recul? Donc, aujourd'hui, si tu regardes dans ton rétroviseur, là, qu'est-ce qui. De mes propres choix, tu veux dire, Ouais. de mon évolution? Ouais, bah, de ton parcours, de ce que tu es aujourd'hui, c'est quoi tes plus grandes satisfactions? Bah, je pense que c'est d'avoir osé. C'est d'avoir osé tout simplement prendre le chemin que je désirais au fond de moi, à deux moments charnières, en 2019 et en 2022, où je me suis dit la première fois j'ai osé partir tout seul, ce qui était quand même une sacrée épreuve pour aller se découvrir, aller à la rencontre de soi-même. Et ça m'a apporté tellement en termes d'évolution que j'ai bien fait de faire la décision, donc je suis fier d'avoir pris cette décision. Et puis après, 2022, d'avoir commencé à entreprendre, d'avoir commencé à prendre la parole, d'avoir commencé à sérieusement parler de ce qui m'anime, et de le faire haut et fort avec la tête haute. Ouais, je suis fier d'avoir fait parce que le Cyril d'il y a 5 ans, je pense qu'il l'aurait pas fait, il n'avait pas ni les épaules, ni la volonté, ni le courage. Donc je suis fier de moi pour ça. Et puis après, d'être moi-même au quotidien, de m'accepter tel que je suis, d'avoir la vulnérabilité et de montrer ma personnalité telle que je le suis vraiment en off, mais au grand jour. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui, c'est important de pouvoir, je vais te dire, ouais, se libérer pour être soi en fait. Exactement. Et vivre la vie qu'on a envie. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été assez hypersensible et je le montrais pas trop. Les émotions, tout ça, j'étais dans la norme, quoi, tu vois. Maintenant, je le dis, je le fais. Quelque chose me touche, bah, je vais m'essayer de toucher. Et c'est pas doté à tout le monde de le faire parce que ça coûte. Parce que t'as des gens qui vont prendre ça pour de la faiblesse et qui vont essayer de t'écraser. Et ça m'arrive encore régulièrement. Des gens qui m'envoient un message et qui me disent Cyril, si j'ai dans ton podcast, je peux passer, je passe quand? Bah non, en fait, je te connais pas, on se connaît pas, tu viens pas comme ça t'inviter. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a des gens qui croient que parce que tu as une personnalité qui est comme ça, ils vont prendre l'ascendant sur toi. Et en fait, pour moi, le jeu, c'est d'être tel que tel, d'être hypersensible, enfin, d'être tel que je suis, m'accepter, et à la fois de mettre la barrière à ces gens-là, et d'être libre, et de rester libre.
Ce qui est pas facile, parce que c'est toujours l'équilibre des forces. On vit dans un monde qui est très très polarisé, où c'est un peu toujours les qui va manger qui, c'est des rapports de force. Et c'est dur d'intégrer sa sensibilité dans ce jeu de rapport de force constant. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas si tu le ressens comme ça, toi. Bah, après, ça m'est déjà arrivé, hein, des gens qui contactent pour venir sur le podcast, parce qu'ils commencent à avoir de la visibilité, parce que ça peut être positif pour eux de se montrer, de... Parce que c'est des gens qui veulent prendre, c'est pas des gens qui veulent donner. Ouais. Et tu peux donner et prendre, mais à l'équilibre. Moi, je pense qu'il faut donner avant de recevoir, et qu'il faut pas venir et prendre des gens, du temps, de l'attention. Ouais, je pense que c'est plus sain comme ça, en fait. Ouais, moi j'aime bien les choisir, mes invités. Bien sûr, tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Tout comme d'ailleurs, un jour je t'envoyais un message et je t'ai proposé parce que ce que tu faisais, je trouvais ça admirable. Et je l'ai senti en fait, qu'il y avait un truc avec toi et que le contact, le feeling est passé parce que d'homme à homme, c'est passé. En fait. Moi, c'est comme ça que je fais mes choix. Hein. Tous mes choix, je les fais au feeling. Je suis pas dans le calcul. Bah ouais, c'est sûr. Si on commence à tout calculer. Mais bon, maintenant, si quelqu'un m'appelle, s'il a 10 000 euros à dépenser pour venir sur le podcast, Après, oui, on a des besoins matériels. On est d'accord, on a des besoins de dire. on va pouvoir, comme ça, on pourrait aller en studio, Ouais. s'acheter des caméras. Yes. Non, mais en tout cas, c'est important. Le podcast, en tout cas, c'est une belle aventure humaine. C'est des rencontres, c'est de l'introspection chez quelqu'un d'autre, mais c'est aussi, quelque part, c'est se déplastifier soi pour mieux comprendre l'autre aussi. Et je trouve que c'est. Enfin voilà, quand même cet exercice-là, c'est chouette. C'est un peu comme ce que tu disais avec la rencontre dans le voyage. À travers l'autre, tu te découvres toi. Moi, à chaque fois que je découvre un invité qui me parle de sa vie, ses expériences, sa manière de voir le monde, ça me fait changer mon prisme à moi. Parce que je me dis, putain, mais en fait, genre, j'ai un peu pris de ce qu'il m'a montré. Tu vois, c'est comme quand tu vois un nouveau pays, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de manger, de s'exprimer, bah, t'élargis tes horizons. Et moi, ça, j'adore. J'adore, ça me nourrit en fait. Il faut voyager aussi, là. Tu m'as envoyé en prison à Phuket. Ouais, là, j'ai partagé avec ça. Tu l'as un peu vécu avec moi, quoi. Voilà, tu l'as un peu revécu avec moi. Du coup, ça me fait penser à Rambo, tu sais, le film Rambo. Et tout. Ouais, c'est ça. C'est tellement ça. En fait, ça t'amène des choses intéressantes. Ok. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça fait écho à ton parcours? Je sais pas si ça fait écho à mon parcours, mais je trouve que c'est une phrase inspirante qui est très vraie et qu'on a du mal à transposer dans la réalité. Parce que moi, tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, rendre possible l'impossible, ça m'aurait rien évoqué. Et en fait, après avoir traversé des choses que je pensais être impossibles, avoir vu des choses que je pensais être impossibles, et puis avoir fait des choses que je pensais être impossibles, je me dis que c'est possible en fait. Tu vois, il y a encore 3 ans, je t'aurais dit c'est impossible de créer une boîte où tu parles des choses qui t'animent, où tu es aligné, où tu rencontres des gens qui te plaisent, alors qu'en fait c'est possible. Je t'aurais dit c'est peut-être impossible d'être soi-même en société et de pas s'attirer les foudres parce qu'il faut être conformé à la norme, etc. C'est possible. Et c'est des trucs que quand tu les vis, en fait, tu te rends compte que c'est possible. Donc ouais, à ce moment-là, tout est possible. Tu peux tout faire. Tout est possible. Tout a un coût. Donc c'est des choix à faire. Plus tu t'affirmes, plus tu vas devoir payer le prix des conséquences de ton affirmation. Plus tu vas dans ta voie, plus tu es aligné avec toi-même, plus il va y avoir des conséquences. Moi, il y a des gens que j'ai perdus au fil de mon parcours, avec qui je parle plus, parce qu'on n'est plus sur la même fréquence, on se comprend plus. Ou il y a des gens qui comprennent pas mon cheminement de vie et qui me jugent. Et au travers du jugement de l'autre, tu vois aussi quelque chose qui se passe à l'intérieur de la personne qui te juge. Et ouais, je pense que pour moi, ça m'évoque tout ça. Il n'y a rien qui est possible ou impossible. Tout est faisable, en fait. Mais ça dépend des choix qu'on fait et de là où on a envie d'aller. Et après, il faut payer les choix. C'est ce que ça m'inspire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, de toute façon, la vie est choix, donc. C'est que ça, c'est que ça. Et c'est beau parce que plus tu vas vers ce que tu as envie de faire, mieux tu vas. Comment dire? J'ai envie de parler avec des mots de spiritualité qui me viennent, mais plus tu auras servi à quelque chose dans ta vie, en fait. Tu auras donné du sens à ta vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de donner du sens à sa vie, à son existence? Un jour on sera mort, on sera plus là. À quoi bon perdre son temps à faire des choses qui te plaisent pas, à être avec des gens que t'aimes pas, à faire des choses qui te font pas vibrer? Moi je tends vers ça en fait. Et parce que c'est le but de la vie, c'est le but de l'existence. Tu peux pas le faire tout le temps à chaque minute, mais plus tu tends vers ça, mieux c'est. Et moi c'est ça ce que ça m'évoque de rendre possible impossible. Très bien. On va parler du mental. Ouais. Ok. Et j'aime bien que mes invités définissent le mot mental tel qu'ils le perçoivent. C'est quoi le mental pour toi? Pour moi, le mental, c'est tout ce qui vient de la construction de ce qu'on s'imagine dans notre tête de notre conception du monde. Tu vois, on a des idées préconçues, on a des croyances sur telle et telle chose, sur comment faire les choses, sur
les activités, sur comment parler une langue, qu'est-ce qui construit. En fait, le mental, ça s'oppose au ressenti, qui est directement inné dans le corps, et où on a de l'information qui est d'ailleurs 1000 fois plus puissante que le mental. On sait que 90% des choses, ça se passe au niveau de l'inconscient, mais 95%, et 5%, ça passe au niveau du conscient. Pour moi, le mental, c'est ce qui est dans le conscient. Donc c'est ce qu'on arrive à conscientiser. C'est ce qu'on a réussi à dessiner, ce qu'on a réussi à écrire. Mais en fait, il y a plein de trucs qui se passent qu'on comprend pas. Et en fait, pour moi, le mental, c'est les parties du bouquin de ta vie que tu arrives à lire, qui ont été écrites, et que tu continues à écrire, mais sans savoir qu'en fait, c'est l'inconscient qui dirige ta main et qui dirige ton corps en écrivant la manière dont tu vas écrire. C'est un peu ça. Et qu'en fait, tu peux réécrire des nouvelles phrases de manière différente avec des nouvelles tournures, et pour reformater ton mental. Et refondre, en fait, faire de la PNL, de la programmation neurolinguistique, travailler sur tous ces aspects-là, tes croyances, retourner ton paradigme, découvrir des nouvelles choses. Pour moi, c'est très malléable, en fait, le mental. Et j'ai été très conditionné dans mon enfance. Et donc, le mental, pour moi, c'était vraiment un carré à 90 degrés. Et puis, en fait, avec toutes les expériences de vie que j'ai eues là, en 2019 et en 2022, on pourra en parler aussi de l'ayahuasca, ça a complètement dynamité mes systèmes de croyances. Et j'ai compris qu'en fait, le mental, tu pouvais le reboot quasiment complètement et reprendre chaque aspect de ce que tu avais cru être ta vision de la réalité pour la refondre et la reformater. Et c'est profond en fait. Et c'est infini. Tu peux refondre à l'infini, tu peux recommencer, etc., etc., etc. Et c'est un outil aussi ultra puissant pour visualiser dans le sport, dans tout, dans la nation, dans l'entrepreneuriat. Enfin, le pouvoir du mental est juste incroyable. Et même à l'échelle de la réalité, pour parler physique quantique, pour faire vraiment une petite aparté, ce qu'on voit, notre réalité, elle est modulée par notre mental. C'est-à-dire que même avec tes yeux, ce que tu vois, c'est un photon qui te parcourt, qui va taper ta rétine, puis qui va aller être transformé en un signal électrique et qui va être modélisé par ton cerveau, qui va te faire voir un truc, mais en fait, on voit pas tous la même chose. Donc on voit pas tous la même réalité. Donc en fait, suivant ton mental, tu vois pas la même chose. Et la physique quantique, elle dit que l'observateur, ça a été prouvé en science, il a un impact sur la réalité observable. Donc quand tu regardes une particule, elle est figée dans un état quand tu la regardes, à l'instant où tu la regardes. Donc, pour parler en binaire, c'est soit 0, soit 1, à l'instant où tu le regardes. Et ton mental, il va t'aider à figer cette réalité. Donc si tu as déjà des croyances préétablies, ce que tu vas voir, ça va être ta réalité. Et tu peux la changer juste en fonction de changements à l'intérieur de toi-même. Et ça, je trouve ça phénoménal. Et tu peux aller loin, très 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 loin. C'est infini. Effectivement. Alors on continue sur le mental. Ouais. Comment tu le travailles, toi? Moi, je pense que l'énergie le plus puissante pour travailler le mental, c'est la méditation. Parce que quand tu es face à toi-même et à ton mental, et qu'il n'y a pas de stimuli extérieur, donc tu as coupé le son, tu as coupé la visibilité, tu t'es posé, tu es assis en tailleur ou pas, ou sur un lit, et tu fais face à ton flot de pensée, bah, tu peux pas, c'est l'exercice le plus profond pour moi, pour le mental, et c'est là que tout se passe. C'est là que tu vois par quoi tu es préoccupé, c'est là que tu vois quel est ton flot d'intensité dans la pensée, est-ce que tu peux le rétrécir, est-ce que tu peux descendre les ondes cérébrales, est-ce que tu peux aller dans les ondes θ, est-ce que tu peux vraiment réduire, et à quel point tu peux reformater ce que tu as envie de voir dans ta réalité. Tout se passe dans la méditation, et ouais, c'est l'exercice qui est le plus puissant pour moi, la méditation. Et après, il y en a d'autres, l'hypnose. Moi, je m'intéresse aussi un peu à l'hypnose. Je pense que c'est un formidable outil, même si je suis pas du tout formé ni rien, et que je pratique beaucoup plus la méditation depuis plusieurs années, donc ça, je peux en parler. Mais ouais, la méditation, sans conteste. Quand tu étais joueur au tennis, tu utilisais quoi Pour pour ton mental? des exercices basiques, tu sais, il nous faisait, souvent, je me rappelle qu'il nous faisait des exercices où il fallait qu'on tienne des gammes, et il nous montrait, et il nous disait, voilà, là, il faut faire des ruptures de pattern, un coup, un petit amorti. Là, tu vas le casser, tu lui mets des coups droits, il y a un moment donné où il va craquer. Et moi, j'étais très très fort sur la durée. Je pouvais faire des cloches pendant 20, 50, sans échange. J'étais imperturbable, en fait, parce que je suis très calme. Et en fait, du coup, j'avais la persistance, et à un moment donné, pas de rupture de pattern. Et il m'avait formaté, mon coach, à faire ça, et je leur faisais péter un câble, et je leur faisais péter des raquettes en face. Et j'étais très bon pour ça. Et au-delà de ça, il nous faisait faire des exercices aussi où il y avait de la visualisation, où il fallait qu'on sorte notre énergie pour mettre des coups d'attaque. Et moi, j'étais nul en attaque, et ça me faisait progresser. Parce que je n'osais pas taper le temps, je n'osais pas rentrer dedans. Moi, j'étais sur la défensivité. Je faisais des grandes cloches, puis je me remplaçais. Grandes cloches, et je les remplaçais. Et il essayait de nous faire des exercices pour aller rentrer dedans, quoi. Et moi, ça, c'était pas facile pour moi. Ouais, bah apprendre à faire mal. Apprendre à faire mal, c'est pas dans ma nature, tu vois. Moi, j'ai du mal.
Vraiment du Ah mal. ouais, du coup, tu étais plus sur la défensive, quoi. J'étais sur la défense. Moi, j'étais un gros défenseur. Moi, j'étais un full court. J'étais un joueur de full court. T'attendais que l'autre fasse la faute. Exactement. Mais moi, j'étais horrible pour ça. Horrible. Je faisais des matchs de 4 heures. 4 heures, c'est long, 4 heures. C'est long, 4 heures. C'est long pour celui qui est en face. C'est long. C'est long, face. Ok. Donc on a parlé de la définition du mental, de comment tu te prépares mentalement. J'aimerais bien aborder avec toi l'aspect de la confiance en soi, et savoir un peu comment tu as développé la tienne. Beaucoup par le sport, je pense. Je suis quelqu'un qui était beaucoup dans le faire quand j'étais plus jeune. Je passais mon temps sur des cours de tennis. J'ai fait du tennis de mes 9 ans à mes 19 ans, tous les jours, plusieurs heures par jour. Et ça m'a vraiment permis de me construire un corps déjà, et une stabilité, une carrure, et la confiance de dire je suis un gagnant, je suis un vainqueur, et je vais de l'avant, il y a de l'adversité, mais j'y vais. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé le sport, parce que plus tu as des victoires, et même à chaque défaite, mais plus tu joues, plus tu vas vers la gagne, et plus ça te rend confiant de tes capacités. Tu sais que tu peux le faire en fait. Et à chaque fois que je recommençais, et chaque fois qu'on faisait un bilan avec mon coach d'un tournoi, d'un match en double, en simple, on analysait, on disait ah, tu vas devenir plus fort. Et en fait, parce que tu as la capacité de le faire. Et cette capacité-là, en s'entraînant inlassablement, ça m'a fait comprendre que tu peux toujours être meilleur, et ça m'a rendu confiant en moi. Et après, d'un point de vue plus professionnel, intellectuel, j'étais plutôt un bon élève, et j'avais confiance en mes capacités aussi intellectuelles, parce que j'arrivais à faire les exercices, j'avais des bonnes notes, et puis je passais les classes sans encombre, et puis voilà, à tel point que j'ai failli me casser la gueule au bac parce que je suis venu sans réviser, et je l'ai eu au rattrapage parce que j'étais trop confiant. En fait, moi j'avais un excès de confiance quand j'étais plus jeune. Je travaillais, et donc j'étais confiant, et après, excès de confiance. Et c'est comme ça que j'ai construit ma confiance, je pense, à travers beaucoup le sport, et peut-être pour la partie intellectuelle, beaucoup de lecture, beaucoup de... En fait, j'étais un travailleur. Je suis un travailleur. Je suis un travailleur de fond. Donc quand je travaille un sujet, je travaille en profondeur, et quand je comprends que j'ai la capacité d'aller au fond du sujet, bah, ça me rend confiant. Et ça me rend confiant d'aller découvrir d'autres domaines et d'apprendre sur d'autres choses, et d'avoir la capacité de le faire, quoi. C'est un peu ça la définition de la confiance pour moi. Comment tu te positionnes par rapport au droit à l'erreur? Je pense que c'est super important, et que longtemps je me suis pas d'abord à l'erreur. Longtemps, justement, j'ai été l'enfant qui voulait pas faire d'erreur, de peur qu'on lui tape sur les doigts, et de peur aussi de s'auto-juger et de se dire putain, t'as pas honte, t'as fait une erreur, t'aurais dû être parfait, t'aurais dû être bon. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentré dans l'erreur, quoi. Ça me rendait malade quand je faisais une erreur. Quand je faisais une faute au tennis, j'avais pas envie de casser ma raquette parce que j'étais calme, mais je m'en voulais. Je voulais pas faire d'erreur, je voulais que ce soit l'autre qui fasse l'erreur. Et pareil à l'école. Et en fait, j'étais à l'opposé des erreurs, et je me donnais pas l'opportunité de faire des erreurs. Et c'était très bizarre comme mode d'apprentissage du coup. Et c'est très tard que j'ai découvert le droit à l'erreur, en m'intéressant à l'entrepreneuriat, en m'intéressant au voyage, parce que tu es obligé d'apprendre la langue. En apprenant la langue, tu dis n'importe quoi, tu comprends rien, donc t'arrêtes pas de te tromper, et tu fais plein de choses où t'es pas habitué. En fait, c'est très tard, en me confrontant à des choses nouvelles, que j'ai appris le droit à l'erreur, et que je me suis donné le droit à l'erreur. Et après, j'y ai pris goût. Et du coup, je me suis trompé, et puis j'ai commencé à apprendre dans des domaines où j'étais pas bon. Et ça m'a plu, en fait. Ça m'a vraiment plu. Après, le tennis, c'est un sport qui t'oblige à développer le droit à l'erreur. Parce que Ouais, aussi un tu vas peu. pas gagner un match, en fait, tu es obligé de. En fait, chaque point est différent, donc du coup, tu fais des erreurs, mais tu peux revenir dessus, tu peux. Ouais, mais j'étais très régulier. Tu vois, moi, mon gros désavantage au tennis, il y avait des gestes que je faisais très bien, et je capitalisais tout de suite. J'avais un très bon coup droit, un très bon revers lifté, je faisais que ça. Je faisais très peu de chop, très peu d'amorti, très peu de break de pattern, alors que mon coach, il me disait toujours fais-le, ça me casse le rythme et tout. En fait, j'étais toujours dans la même dynamique, et vu que je gagnais comme ça, ben, je reproduisais. Et en fait, du coup, je n'avais pas spécialement de sortie de zone de confort. En fait, je sortais pas jusqu'à très tard dans ma vie, je sortais jamais de ma zone de confort. Et vu que j'y étais bien et que ça se passait bien, bah, j'avais aucun intérêt à y sortir. Moi, j'ai fait un peu le trajet inverse. Moi, mon coach, quand j'étais jeune, m'appelait la mitraillette. Ok. J'envoyais que des cachous. Ah ouais. Putain, moi, j'ai commencé ces jours-là, je les comprenais pas, tu vois. Et du coup, j'ai dû apprendre à être patient. Ah, d'accord. Et tu vois, et finalement, à sortir le coup puissant quand c'était le moment, quoi. Mais autrement, Moi, ça c'est impossible pour moi. moi, j'avais envie de flinguer le point tout de suite, tu vois. C'est marrant, on avait des styles de jeu très opposés, je Ouais, pense. je pense, ouais, complètement. Mais c'était intéressant. Je trouve que c'est un sport intéressant. Je ne sais pas s'il y a des parents qui nous écoutent, mais parce que c'est un sport qui te demande un apprentissage technique, d'observer ton environnement, Mm. de t'adapter à ton adversaire,
parce que parfois il faut s'adapter parce qu'ils te proposent des trucs que t'aimes pas. Et la vie c'est un peu ça, genre on te propose parfois des choses qu'on n'aime pas. On rencontre des adversaires qui sont sympas, il y en a qui sont pas sympas. Et en fait, je crois que dans ce sport-là, on rencontre tout ce qu'on rencontre après dans la vie. Et ça nous prépare bien. Et la compétition, il y a des gens, on rencontre, tu vois, tu fais des matchs avec des parents qui sont dans le grillage qui sont pas sympas, tu vois. Du coup, on est obligé de travailler aussi sur le regard des autres aussi, puisque tu joues en match par équipe. T'as toute l'équipe qui te regarde. T'as toute l'équipe qui te regarde. Des parents, d'entraîneurs. T'as envie de gagner parce que t'as l'enjeu du résultat du match par équipe, tu vois. Et ça sera un peu ma manière d'aller vers toi sur le regard des autres. Mais je trouve qu'on travaille tout au titre. Ouais. Mais je pense que inconsciemment, j'avais ce côté soit parfait quand j'étais plus jeune. J'avais ce côté bon élève, qui sort pas du cadre, voilà. Et les gens, ils attendaient ça de moi. Et moi, du coup, j'imprégnais cette attente en moi. Et je m'étais auto-conditionné à croire que c'était moi. Alors qu'en fait, c'était pas moi. Et le regard des autres, je l'ai suivi pendant longtemps. Pendant longtemps, j'étais pas l'ombre de moi-même. Et d'ailleurs, je suis un ancien introverti, je pense devenu extraverti, quand j'ai appris à m'écouter. Fin de l'adolescence, quand j'ai fini la phase de croissance seul au lycée, encore au lycée, j'étais pas moi-même. Puis fin lycée, quand j'ai pris mon 1m80, j'ai fait 1m60, 1m80 en seconde, très tardivement. Et là, j'ai commencé à être moi-même. Et à ce moment-là, j'ai découvert ce que c'était que de s'en foutre du regard des autres, en fait. De faire des trucs pour soi. Et de dire aux autres, les gars, vous avez une image de moi, mais moi, j'ai mon image de moi. Et c'est mon image qui compte. Après, vous allez vous faire votre image en fonction de ce que moi, j'ai fait dans mes actions, dans mon évolution. Et c'est ça que là, j'ai renversé le tableau. Et après, plus tard, ça m'a vachement aidé parce que j'ai continué dans la voie qui m'a amené jusqu'ici, en fait. Avoir le courage de partir en sac à dos tout seul. Je pense que le regard des autres, c'est hyper important. Faire un truc seul, c'est hyper important. Quand j'ai commencé à faire les choses pour moi-même et seul, ça a changé ma vie. Finalement, t'as pris 20 cm et t'as pris de la hauteur. C'est bon. C'est ça. C'est l'image qui me venait. Ouais. 20 cm, mais qui change tout. Et puis de la maturité, parce que moi aussi. Tu es foncièrement quelqu'un qui est positif au quotidien. Ouais. Comment tu cultives cette positivité? C'est une bonne question. Quelqu'un l'a posé sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, il m'a dit quand t'as un coup de mou, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais chercher à la source. Et la source, c'est les moments de joie, l'allégresse, un bébé qui pleure, des choses pures, intenses. Ça me met de la positivité en intraveineuse. J'ouvre Instagram, je regarde un bébé qui pleure, je ris, j'écoute de la musique, des choses qui me connectent directement à quelque chose qui n'est pas conditionné. Parce qu'en fait, le problème fond de notre société, c'est que tout est conditionné, aseptisé. On a oublié l'essence des choses. Un rire, honnête, sincère, il vient d'un truc où c'est naturel. Et les enfants, c'est formidable. Et je pense que quand tu reviens à ton côté enfant, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce qui va te mettre en joie, tu sais ce qui va t'exciter, et tu sais ce qui va te rendre heureux. Et plus tu vieillis, plus tu as le poids de la société, des responsabilités, des trucs, et plus tu t'écartes de ça. Donc en fait, quand je suis dans le down, je me rapproche de ça, et je vais chercher de l'énergie là. Et je la mets dans ma vie. Je fais des trucs, je danse, j'écoute la musique, j'exulte en fait. Et ça me remet de l'énergie, ça me remet dans une énergie où il y a plus de positivité. Et ça m'arrive, là, récemment, j'ai passé une semaine où j'étais dans le down un peu. Et du coup, j'ai beaucoup écouté de la musique, regardé des trucs, alors que généralement, c'est mon propre système qui s'auto-alimente. Je balance de la positivité, donc je suis positif. Et j'ai pas besoin d'aller chercher de la positivité de l'extérieur. Mais quand j'ai besoin, quand je suis en down, je fais ça. Et ça m'aide. Ouais, c'est intéressant de revenir à son enfant intérieur. C'est un truc basique, hein, mais moi qui m'aide énormément. Parce qu'on vit dans un monde où t'allumes la télé, il y a de la violence, t'ouvres les réseaux sociaux, il y a les gens qui se tapent dessus. Waouh, il n'y a pas d'innocence, il n'y a pas de positivité, un peu de bienveillance, quoi. Cette bienveillance-là, tu la trouves pas beaucoup. Puis quand on est enfant, on est un peu insouciant. Ouais, on se fait pas forcément de barrière. Bien sûr. On se donne tous les chemins pour arriver à l'objectif aussi. Puis t'as dit que je suis quelqu'un de positif, je suis positif, mais je suis naïf aussi. Naïf? Je suis très naïf. Je pense qu'il ne serait pas arrivé ce qui m'est arrivé en Thaïlande si j'avais été moins naïf, tu vois. C'est parce que tu fais confiance aux gens? Je fais confiance aux gens. Je fais confiance à la vie, je fais confiance aux gens. Et du coup, il m'arrive des trucs des fois où les gens me disent, mais Cyril, qu'est-ce que t'es naïf? Genre, ça se voyait des kilomètres, et moi je suis là, ah bon? Parce qu'en fait, je suis encore maintenant, alors que je suis beaucoup plus mature, il y a encore des trucs sur lesquels je suis naïf. Et je pense que ça va de pair un peu avec ce côté naïf positif. En fait, tu vois le bon côté de la personne, tu vois le bon côté des choses, tu vois pas l'autre côté de la médaille. Parce que un peu de naïveté. Tu
vois toujours le verre à moitié plein chez les gens. C'est un peu ça, ouais. Et ouais, c'est vrai. Bah, après, je pense que c'est une manière d'être. Je pense qu'on a tous des défauts, des qualités. Si on peut regarder les qualités des gens et essayer de composer avec, voilà, personne n'est parfait, quoi. Disons que c'est un défaut qui a une qualité en même temps parce que c'est beau d'être naïf. Enfin, moi, j'aime bien les gens qui sont naïfs. Moi, j'aime bien les gens qui sont comme moi, qui sont un peu naïfs. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que des qualités pour certains sont des défauts et des défauts pour certains sont des qualités. Donc c'est pour ça que des fois ça ne matche pas avec des gens, mais du coup il faut tester la rencontre en fait. C'est un peu comme ça qu'on sait si on s'entend ou pas. Je suis d'accord. Et puis il y a des gens ça aussi c'est intéressant, c'est que tu as des gens tu les vois une fois, un peu comme nous on s'est vu, on s'est rencontrés, on a fait un podcast. Après on communique peu mais on reste en contact. On se revoit, mais tu vois, mais l'échange, il est fluide et profond. Ouais, c'est ça. Et honnête. Ouais, c'est ça, c'est simple. Et souvent, je pense que j'ai un point de repère moi, maintenant dans les relations, c'est de voir si la relation elle est fluide et s'il y a de la réciprocité. Ouais, et si je sens que c'est forcé et si je sens qu'il n'y a pas de réciprocité, ben, en fait, j'arrête la relation. Je suis d'accord avec toi. Avec le temps, j'ai compris ça. Mais c'est dur. Moi, j'ai du mal quand je vois qu'il n'y a pas de réciprocité à couper. Et je l'ai appris que récemment quand il n'y a pas de réciprocité, tu laisses couler, quoi. C'est que t'as donné quelque chose, t'as donné du temps, de l'attention, la personne ne te donne pas en retour, faut laisser couler. Faut pas essayer d'aller. Ouais, d'aller gratter, de forcer. Ouais, non, c'est sûr. Généralement, quand tu forces, tu grattes, généralement, ça te pose comme dans la figure, parce que t'as forcément la déception, parce que t'étais dans des attentes que l'autre ne peut pas te donner. Donc au final, t'es déçu. Faut pas avoir d'attente envers la vie. Ouais, c'est exactement. Mais c'est tellement dur. C'est tellement dur. C'est vrai. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Pour me motiver, tu veux dire à passer à l'action ou... Pour te motiver au quotidien, on n'est pas tous, on se lève pas tous de bonne humeur, ouais, avec bien une sûr. énergie débordante, et des fois il faut donner un coup de pied au cul. Et puis, ouais, tu comprends ce que je veux dire. Ce qui me motive, c'est la vision du futur. Le futur m'excite beaucoup et les trucs que je veux accomplir. Et quand je veux être motivé, je me dis qu'est-ce que j'aimerais accomplir. Et du coup, ça me motive à faire les choses pour arriver à cet objectif-là. Et c'est ça qui me motive le plus. Et aussi un peu, faut se le dire, je vais l'avouer, quand je suis en manque de motivation, je vais voir ce que les autres font. Et c'est que à ce moment-là que je vais voir ce que les autres font, parce que la plupart du temps, je regarde pas tellement ce que les autres font. Je donne de la force sur les réseaux, mais je regarde pas dans les détails, j'essaie de moins me comparer. Et par contre, quand je suis en down de motivation, je me dis, ah, putain, lui, il a fait ça, il a fait plein de trucs, et là, ça me remotive à me remettre dans le game de la compétition. Et ça, c'est un côté, peut-être qui est pervers, mais qui fonctionne. Tu sais, c'est le côté piqué. Là, je te dis, le truc sain que je fais, c'est que je reste dans mon coin et je regarde ce que j'ai envie de faire et ça me remotive intrinsèquement. Et quand j'arrive pas à me motiver intrinsèquement, je suis obligé de passer par l'extrinsèque et je regarde autour les autres et ça me motive aussi. Mais c'est pas le même type de motivation. C'est une motivation compétition, je dirais. Et qui est pas forcément saine et que j'utilise que très rarement. Parce que je pense qu'elle est pas bonne. Je pense que la meilleure motivation qui soit, c'est d'aller vers ce qui toi t'intéresse. D'aller vers ce qui toi t'excite. Ou ta curiosité. Quand je suis en manque de motivation, je regarde ce qui m'excite en termes de curiosité et j'y vais à fond. Et généralement, ça me redonne un baume au cœur de dingue et ça repart. Tout de suite. Ouais, je comprends. Après, le fait d'avoir une vision et de pouvoir se projeter sur un objectif, c'est vrai que c'est motivant. Parce que, on sait pourquoi on se lève. Exactement. Tu sais ce que tu vas accomplir et tu y vas et tu mets les briques step by step. Et ouais, c'est cool. Est-ce que tu as déjà ressenti de la pression? On appelle ça le stress, c'est pas un stress négatif, mais. Ouais, bien sûr. Et comment tu as fait pour la gérer? Moi, j'étais un gros stressé quand j'étais jeune, surtout en études. Mon DUT mesure physique, je l'ai fait sous pression. Parce que toutes les semaines, tu as des devoirs sur table, il faut apprendre des choses très compliquées, il y avait un niveau d'exigence extrême. Et je résistais très, très mal au stress. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais besoin de relativiser et de couper. Et donc, je donnais mon maximum. Et quand il y avait trop de pression, j'avais besoin de relâcher la pression, donc j'allais faire du sport. Je faisais vraiment beaucoup de sport, 5 à 6 séances par semaine. Après le tennis, j'ai commencé l'escalade, c'est un sport qui m'a exulté. J'ai fait l'escalade pendant des années avant de me blesser et je pensais à rien. En fait, j'étais sur la voie, je faisais des falaises de 200 mètres, je faisais des blocs, je faisais des jetés. Ça me sortait de ma tête en fait. J'avais besoin de sortir du mental. J'avais besoin de sortir du mental justement parce que j'étais beaucoup dans le mental. Et je suis encore beaucoup dans le mental. Je pense que j'aime bien être dans le mental, mais ma manière de transcender ça, c'est le corps et le sport. Et ça m'aidait à arrêter de stresser par rapport aux échéances, savoir si tu vas avoir une école d'ingénieur. Par exemple, j'ai beaucoup stressé pour savoir dans quelle école d'ingénieur j'allais aller.
À l'échelle de ma vie, maintenant, ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire que j'ai fait une école A ou une école B, en plus je suis devenu entrepreneur maintenant, ça n'a aucun intérêt. Mais à l'époque, qu'est-ce que ça me stressait? Il y avait une pression, et la pression, elle venait pas que de moi, elle venait de la famille, elle venait de la société, elle venait de tout ça, et je la sentais sur mes épaules, elle était lourde. Qu'est-ce qu'elle était lourde? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la ressentent, cette pression, à différents égards, et il faut essayer de relativiser. Et puis après aussi, l'année dernière, quand j'ai fait une expérience un peu transcendantale et que j'ai compris sur moi-même des choses qui me dépassaient à l'échelle vraiment de la spiritualité, et j'ai laissé couler, quoi. Let it go absolu. Let it be absolu. Et je me suis dit, ce qui doit arriver, arrive dans tous les cas. Donc il n'y a aucun stress à avoir. Et ça m'a encore fait descendre d'un étage en termes de stress. Et maintenant, j'ai très rarement du stress dans mon quotidien depuis un an parce que je me dis, ce qui doit arriver, arrivera. Si tu donnes le maximum de tes efforts et que ça n'arrive pas, c'est que ça ne devait pas arriver. Et en fait, ça découle en fait. Je vois la vie vraiment, depuis un an, je vois la vie comme ça. Et je suis très très peu stressé. Le temps me stresse pas, les événements me stressent pas spécialement. Je vis la vie pleinement, je vis les moments pleinement. Quand ça va vite, ça va vite. Il y a des fois c'est intense, c'est dans le tourbillon. Et des fois t'es plus en step back. Et je laisse couler. J'ai beaucoup changé de perception du stress. Parce que le stress, en fait, c'est l'environnement extérieur qui te met de la pression. Et c'est comment tu réponds à cette pression. Et en fonction de ça, qu'est-ce que tu mets en place? Je pense que j'ai beaucoup évolué sur la question du stress. Pour les auditeurs, est-ce que tu peux revenir sur l'aspect transcendantal? Ouais. C'est quoi? Bah, l'aspect transcendantal pour moi, et je vais partager ce que j'ai fait en fait l'année dernière, qui m'a permis de rentrer dans cette conception de la vie et de la conscience. J'ai fait l'expérience de l'ayahuasca. Je sais pas si tu sais ce que c'est. L'ayahuasca, c'est une expérience chamanique qui, euh, qui, qui te plonge dans ta conscience, donc qui te plonge dans tout ce que tu es. Et c'est ton mental y compris. C'est en fait les 100% de ton mental. Tu vois. Habituellement, tu ne vois que 5%. Et quand tu te plonges dans tout l'inconscient, tu découvres tout ce qui est dans ta tête. Tout ce qui est dans ta psyché, tu le découvres et c'est mis à plat. Donc tous tes traumas, tous tes problèmes dans l'enfance, tous tes liens avec tes parents, tout ça, c'est remis à plat. Et c'est comme si tu faisais 10 ans de thérapie en une nuit. Très 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 puissant. D'ailleurs, petite disclaimer pour dire aux personnes qui s'intéresseraient à ça, faites-le en votre âme et conscience. Et si vous voulez le faire ou vous intéresser, vraiment allez voir des gens qui sont très 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 calés là-dessus. Et ne le faites pas avec n'importe qui parce que c'est quelque chose qui peut changer une vie, complètement, changer une trajectoire de vie. Moi, ça m'a changé ma trajectoire de vie, mais j'étais déjà bien ancré. Donc j'ai pas, voilà, j'ai pas perdu la tête. Il y a des gens qui peuvent être un peu perturbés par ça. Mais je pense que quand je suis rentré dans cette conception-là, j'ai compris tout simplement ce qu'était l'essence d'un humain et son énergie fondamentale. Et qu'en fait, tout ce qui s'agglomère autour de ta personnalité, autour de ce que tu fais dans ta vie, comment tu te comportes, etc., c'est ta conscience qui le décide. Tout est à l'intérieur de ta conscience. Et toute cette boîte noire, en fait, à laquelle on n'a pas accès en état de conscience classique, en état de conscience modifié, tu peux y avoir accès. Et pour moi, la transcendantalité, quelque chose qui te transcende, donc, par définition, c'est quelque chose qui va aller à l'intérieur de la boîte noire et qui va t'y connecter. Ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être la méditation. C'est quelque chose qui transcende, comme ça dit en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de moyens d'accès et que chacun doit trouver son moyen d'accès à ça pour aller chercher ce qui le nourrit et puis voilà, continuer sa vie comme elle doit découler. Il n'y a pas c'est pas en Amazonie? C'est en Amazonie, ouais. En fait, à la base, c'est une médecine ancestrale millénaire qui vient de la forêt amazonienne et des chamans d'Amazonie. Et là-bas, ils le font depuis la nuit des temps. En fait, c'est une liane, donc c'est une plante qui confère cette propriété chimique. Et lorsque tu bois la mixture de cette plante, tu es dans un état de conscience modifié. Donc c'est comme si tu faisais de la méditation pleine conscience pendant 6 heures, ou un état de transe hypnotique est très très puissant et qui te permet de voir à l'intérieur de ta conscience. Donc ça, en fait, c'est comme si tu revoyais le film de ta vie à des moments très précis et que tu retravaillais pour faire des libérations émotionnelles. Par exemple, il y a des gens qui se mettent à pleurer d'un coup. Ça pas pourquoi. Ils pleurent toute l'arme de leur corps. Parce qu'en fait, ils ont mis le doigt là où vraiment il y avait quelque chose à travailler. Et après, ils vont le libérer. Il y a des gens qui libèrent des deuils, il y a des gens qui libèrent des ruptures difficiles, il y a des gens qui libèrent des traumas dans l'enfance, des viols, des choses comme ça. Et après, en fait, ils transmutent la noirceur en lumière, si je puis dire, pour après arriver à l'évacuer de leur psyché et d'arriver à passer outre et de continuer. Parce que la vie, c'est que ça, c'est d'arriver à transmuter et transmuter, quoi, continuer et transformer ce qui a été dur pour voir l'aspect positif. Tu vois, moi, j'ai réussi à transmuter, par exemple, le trauma que j'ai eu en prison. Pendant des années, moi, j'ai eu des psys. Pendant 2 ans, j'ai eu 3 psys différents. Et j'en parlais, mais j'arrivais pas à l'extérioriser. J'arrivais pas à en parler avec les gens que j'aimais.
jusqu'au moment où j'ai fait ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en parler à des gens. Parce que là, j'avais commencé vraiment le travail de dire, je le pose sur la table, je le regarde, j'en prends la responsabilité et j'assume l'entièreté de ce qui s'est passé et j'en prends que le positif et j'en retire que le positif. Et je le mets aux yeux du monde et je dis voilà, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire, ça fait limite partie de mon identité. Et c'est assumé. Ok. J'ai une dernière question à Ouais. poser. Que j'aime bien la poser celle-là parce que chacun a un avis vraiment différent dessus. C'est pour avoir une force mentale. Ouais. On dit souvent qu'il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut savoir être fort mentalement et quand tu as un objectif, l'atteindre, quel qu'en soit le coup. Par contre, il faut savoir lâcher quand ça va pas dans ton sens. Donc en fait, je dirais oui et non. C'est-à-dire qu'il faut rien lâcher. Si tu sais que tu veux faire un marathon, en avril, là je vais faire mon premier marathon, je vais rien lâcher. Je vais y aller jusqu'au bout. Sauf si vraiment j'ai un souci physique et que je me casse la jambe et que je peux plus marcher, mais mentalement je vais aller où je le sais. C'est sûr, il n'y a pas moyen que je le fasse pas. Mais sur un autre sujet, par exemple, si tu vois que ça va pas dans ton sens, que tu veux faire quelque chose dans ta vie, que tu lances un projet mais qu'il y a que des merdes, tout va mal, que les relations vont mal et que tu forces à chaque fois que tu sais que tu forces envers la vie, tu forces la vie à te donner quelque chose et que la vie ne te le donne pas, là, il faut lâcher. Il faut comprendre que c'est pas dans cette direction que ça va. Donc il faut apprendre à lâcher quand tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour atteindre quelque chose, mais que la vie te le rende pas, en fait. Je sais pas si j'ai répondu Si, très bien. Si. à cette question qui était. C'est une très très bonne question, ouais. Mais Ouais. et d'ailleurs, c'est très très dur. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'arrive pas à lâcher. C'est justement pour ça que je pose cette question. Et Je trouve ça intéressant, chacun réagit différemment. typiquement, pour partir là-dessus, sur des fois la vie, t'as envie d'aller vers quelque chose dans la vie, et tu le fais, donc tu le fais, tu mets du cœur à l'ouvrage, et en fait, t'as pas les résultats escomptés. Et t'as pas les résultats escomptés, pas parce que tu mets pas assez d'intensité, mais parce que c'est pas le moment, c'est pas la manière de faire, t'as la mauvaise approche. Et en fait, je pense que il y a des moments où t'es face à un mur, et t'essaies de le taper avec la tête, alors qu'il faudrait aller chercher à Bricorama la pièce pour couper, quoi, pour couper le mur. Et c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il faut soit lâcher, soit changer d'angle. Et c'est ça qui est pas facile, c'est comprendre quand lâcher, comment et comment changer d'angle. Et même mon expérience transcendantale, tu vois, m'a fait comprendre plein de choses là-dessus parce que un trauma, tu peux être dans le déni pendant longtemps et pas le regarder dans les yeux et qui ne travaille pas d'un iota. Et tu peux te le traîner pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et que ça ait un effet sur ta vie, que ça te crée des maladies, que ça te crée des problèmes, etc. Alors qu'il suffit juste de tourner la caméra de l'angle, de la perspective et de le regarder différemment pour voir qu'en fait, t'aurais pu changer, transmuter le truc, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a, moi, le plus changé dans ma manière de voir les choses, c'est de se dire, il faut arriver à lâcher, il faut arriver à tourner autour du truc à 360 et te dire, j'avais juste pas la bonne approche. Mais ça demande beaucoup d'ego aussi, un détachement de l'ego. Parce qu'au début, tu crées un truc, tu dis, putain, j'ai raison, il faut faut que je le fasse comme ça, puis en fait, non. En fait, il aurait fallu le faire différemment, et puis ça revient à le droit à l'erreur, il faut se dire, bah, j'ai merdé, enfin, je l'ai pas fait bien, j'ai échoué, assumer, recommencer et faire différemment. Et ça, c'est un chemin, je pense, d'humilité aussi. C'est pas facile. Après, il y a des psychotraumas qui sont comment dire, volontairement oubliés Ouais, mais ça, c'est ton cerveau qui te protège. et qui ressurgissent années plus tard Ouais. au gré Typiquement, ouais. rencontre, d'une situation que tu vas revivre et qui va te remémorer ton trauma. Et on le voit beaucoup dans tout ce qui est tu sais, des viols. Ouais, bien sûr. Là, ça, c'est le pire. Trouble Il y a, dissociatif. il y a un film, un très beau film là-dessus, là, je me souviens avec une danseuse, hein. J'ai oublié son nom, mais qui du coup l'avait oublié en fait. Ouais, complètement. Et en fait il ressurgit, Sous hypnose ou il ressurgit quand? il ressurgit en. Je me souviens plus exactement, mais il ressurgit parce qu'elle voit toutes les semaines des psychologues, thérapie. et puis un jour ça ressurgit, un souvenir, il y a quelque chose qui se passe qui fait que le souvenir remonte et puis Et là, bam. ouais, ça. Alors que c'était bien enfoui. Mais C'est intéressant du coup comment résonne le cerveau pour se protéger aussi, quoi. il y a beaucoup de mécanismes, hein. Je pense que tu les connais peut-être même mieux que moi, les mécanismes. Mais il y a énormément de mécanismes de défense qu'on fait consciemment ou inconsciemment pour nous protéger et qui ont besoin à un moment donné d'être détricotés. Et dans une expérience comme l'ayahuasca, tu détricotes tout
Parce que c'est comme si tout ce que tu avais mis dans la boîte, sans le voir pendant des années, toute ta mémoire qui est là, qui est brute, elle s'ouvrait et que tu mettais la lumière, en fait, la lampe torche dans la boîte noire, et que tu vois tout. Donc en fait, c'est pour ça que c'est incroyablement puissant et que moi, ça m'a subjugué dans l'approche. C'est que tu mets la lumière sur exactement le trauma. Et alors que dans un état normal, le trauma, bah, tu le mets sous le tapis et tu veux pas le voir. Et c'est super dur. C'est Justement, super dur. cette expérience, tu l'as pas vécue en Amazonie, tu l'as vécue Non, je l'ai fait à Amsterdam. C'était directement chez la personne. Elle avait une péniche au bord d'un fleuve qui donnait sur un champ avec des chevaux. C'était hyper idyllique au nord de la ville. Et en fait, je l'avais connu par un ami qui est dans la spiritualité, et qui est éveillé depuis déjà de nombreuses années, et qui m'avait dit Cyril, si un jour ça t'intéresse, si tu as besoin d'aller extérioriser ton trauma avec la prison, parce qu'il savait ce qui m'était arrivé, je te donnerai le contact. Et puis un jour, je l'ai appelé, et puis j'ai booké la retraite. C'était une retraite de quelques jours, où il y avait une préparation d'une semaine, hein, parce que c'est quand même un truc très, très profond. Donc pendant une semaine, c'était pas de téléphone, pas de news. Il fallait faire un régime alimentaire strict, avec un jeûne de 2 jours à la fin, pour préparer son corps à absorber. Et à la suite de tout ça, là tu faisais 2 nuits. Donc c'était 2 nuits à la suite. Donc c'était 2 expériences de 6 heures à chaque fois. Expérience de conscience modifiée, où là tu travailles. Et là pour le coup, libération émotionnelle, et avec un cercle de parole le lendemain, pour pouvoir en parler. C'est super important quand tu as mis le doigt sur un sujet qui est très très profond pour toi, et que tu as libéré vraiment ce qui se passe dans les tripes, hein, parce que là ça se passe dans les tripes. Hein. C'est pas au niveau du mental, c'est vraiment au niveau des tripes, et tu remontes. Donc, tu régurgites, tu vomis des choses, c'est très très fort. Après, quand le truc, tu l'as sorti et que tu l'as mentalisé, après, il faut écrire, faire du journaling ou parler. Et tu le transmets comme ça. Et après, tu vois que tu as intégré la chose et que tu te sens beaucoup plus léger. Moi, je me suis senti tellement léger de pouvoir parler de ce qui m'était arrivé en prison après ça. Alors que pendant quasiment 2 ans et demi, j'étais muet, j'en ai parlé à personne. Moi, ça m'est arrivé fin 2019. J'ai commencé à en parler début 2022, milieu 2022. Et ça m'a aidé énormément. Énormément, énormément. Très bien. Alors, comme le veut la tradition du podcast, Ouais. bah, d'abord je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Ben, merci à toi, c'était un temps de qualité. Et j'aime bien que mon invité il dépose quelque chose qui lui tient à cœur. Parce que tu sais, souvent, dans un podcast qui dure longtemps, bah, souvent on se souvient du début et souvent on se souvient de la fin. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager qui restera forcément dans la tête des auditeurs quelque chose qui tient à cœur? J'ai envie de dire une phrase simple, une idée simple, mais faites ce que vous avez à faire. Soyez vous-même. Parce que dans tous les cas, tout le monde l'oubliera. Dans 100 ans, on sera tous morts. Et à l'échelle du tout, c'est une aventure qui est formidable. Donc faites, vraiment, autorisez-vous, faites. Tout est possible. Ok, bah merci. Merci à En toi. gros, c'est mettez-vous en action, quoi. Non, mais autorisez-vous. Autorisez-vous. Au-delà de mettez-vous en action, le faire c'est bien, mais il y a dans l'être. Et je pense que s'autoriser, c'est d'abord s'autoriser à être. Et c'est ça qui rend le plus épanoui. Et c'est pour ça que j'ai créé Time for Human, pour passer un peu le message et le flambeau de se dire soyons plus épanouis. Moi, j'étais pas épanoui, je le suis devenu un peu plus, parce que je me suis autorisé à être. Il faut que les gens s'autorisent à être, c'est hyper important. Du coup, ton podcast, on le retrouve sur toutes les plateformes. Ouais, je suis sur la plupart du temps, c'est filmé, donc c'est sur YouTube, et après sur les plateformes d'écoute, Ocha, Spotify, Apple Podcasts, etc. Ok, bah écoute, super. Merci beaucoup. Merci à toi, Sébastien, c'était vraiment top.